Bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Bienvenue à cette première initiative dans le cadre de Bluetopia Forum Méditerraneo. Je vais dans quelques secondes vous donner quelques détails sur ça, mais d'abord, j'aimerais vraiment remercier M. Alain Bittard, responsable du centre qui héberge cette initiative. Un grand merci à Federica Rossi, qui tiendra cette conférence sur les traces du bleu dans l'histoire de l'art. Et encore un grand merci à M. Claudio Carbone, le photographe dont les photos sont exposées ici. Le nom d'exposition, c'est Portes et fenêtres de la Méditerranée. Je suis sûr que M. Carbone est en train de nous suivre en direct Facebook. Malheureusement, il n'a pas eu la possibilité de venir ici à Genève. Mais en tout cas, après, on va donner quelques détails aussi sur l'exposition. De quoi s'agit? Alors, vraiment 30 secondes pour dire que Bluetopia Forum Méditerraneo, c'est un projet qui a comme but la réalisation d'initiatives autour de la Méditerranée dans plusieurs domaines, principalement de caractère juridique, mais comme vous pouvez voir ce soir, pas seulement. Donc, on va explorer aussi des autres domaines, notamment l'art, la littérature, la cuisine, la photographie. Et donc, je laisse la parole à Federica pour commencer cette conférence d'ouverture de Bluetopia Forum Méditerraneo. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais rester debout et essayer donc de gérer d'une part les images qui sont derrière moi et d'autre part les micros et puis surtout le français parce que comme vous pouvez entendre, je suis italienne, nous sommes italiens, donc s'il y aura quelques fautes, quelques coquilles, vous allez nous pardonner. Moi, je remercie aussi les organisateurs, en particulier Alain Bittard, pour nous avoir accueillis ici dans ce centre magnifique, et Andrea Pappalardo pour l'initiative. Les Bleus unit justement les côtés de cette manifestation, tous les côtés. Donc l'ouverture de ces forums, les différentes cultures de la Méditerranée, donc, qui sont représentées ici dans ce centre, et aussi l'exposition des photos que vous pouvez voir ici et que vous pouvez voir jusqu'au 28 septembre. Donc, des trentaines de photos portes et fenêtres de la Méditerranée. Et les bleus a été choisi aussi pour colorer cette soirée et cette présentation. Une couleur qui est très, très présente dans nos sociétés. Si je pensais encore tout à l'heure à Twitter, le petit oiseau qui est coloré en bleu, par exemple. Et aussi LinkedIn ou d'autres aussi social qui nous accompagnent à longueur de la journée. Donc, c'est une couleur que notre société aime beaucoup et utilise énormément. Et j'ai pu voir des statistiques qui nous disent que c'est la couleur préférée apparemment par les Français, par les Occidentaux. Donc c'est une statistique que je peux tirer du Washington Post. Et aussi, il y a un article paru sur Il Post, une revue online, qui dit justement que c'est une couleur que notre société aime et utilise. C'est une couleur épaisante, une couleur aussi qui probablement nous donne donc une sensation de sérénité. Voilà. Et cette couleur nous rappelle la mer. Donc ce soir, nous parlons aussi de Méditerranée, comme Andrea Pappalardo a pu mentionner. Et c'est une couleur qui, quelque part, du point de vue naturellement, a dominé les cultures méditerranéennes. Et pourtant c'est une couleur qui n'apparaît pas tellement dans la... Voilà, là, vous voyez une très, très belle pierre dont on va parler tout à l'heure aussi, d'ailleurs. On ne la retrouve pas tellement dans les cultures... Est-ce que... Oui, tu peux m'aider, s'il te plaît? Voilà. Non, seulement centrer mieux les curseurs, parce que sinon, voilà, merci. Voilà. Donc là, la couleur de la Méditerranée, mais en même temps, une couleur qui, quelque part, a été discrète pendant beaucoup de siècles. Du point de vue littéraire, par exemple, en prenant cet exemple, l'Odyssée, qui est ce texte qui fonde quelque part la culture occidentale,
ne mentionne pas la couleur bleue. Même quand on parle de la mer, dans l'Odyssée, on dit que la mer a la couleur du vin. Donc. Et vous pouvez trouver donc mentionné dans plusieurs endroits du poème l'Odyssée, mais aussi de l'Iliade, que la mer est celle qui, aux yeux, a la couleur du vin. Donc, oinops pontos, disaient les Grecs. Donc, on ne parle pas de bleu, on parle d'une couleur, on la mentionne donc avec une sorte de métaphore. Donc, je disais une couleur qui est très présente dans notre modernité, mais qui était très discrète dans l'Antiquité. Donc, l'Antiquité est pleine de couleurs autres, les rouges, les noirs, les bruns, les ocres, mais les bleus. Il est où les bleus? Est-ce qu'on parle du bleu? Alors, à propos de cette ambiguïté un peu, de cette couleur, je me suis permise de faire une petite diversion. Je passe par la littérature, par un texte que malheureusement je n'ai pas réussi à trouver traduit en français, donc je vais vous l'expliquer. C'est un poème d'un poète Pascoli, un grand poète donc, de la littérature italienne. On est au 19e siècle. Et là, les textes poémiques conviviales, il y a aussi un poème à l'intérieur qui parle d'Alexandros. Donc, Alexandros le Grand, qui on dit, c'est un peu une légende, parce que, bon, on pourrait ouvrir tout un discours là, parce que les biographes ne parlent pas vraiment de cet aspect. Donc, on dit que dans ce vers, il avait un œil d'une couleur brun et l'autre œil de couleur azur. Et là, le texte est très, très beau. Il est arrivé enfin à la fin de ses conquêtes. Il est arrivé en Inde, et au bord de la rivière. Il arrive et il pleure de l'œil noir comme la mort, mais et il pleure aussi de l'œil azur comme le ciel. Et dans l'œil noir, l'espoir s'est fait plus fort, dit le texte, et dans l'œil azur, le désir s'est fait plus fort. Donc c'est cette contraposition entre les deux yeux. D'ailleurs, on raconte aussi que quand Alexandre le Grand était très fâché, l'œil bleu, l'œil azur devenait aussi plus foncé. Donc c'est une légende qui m'a permis de dire que voilà, c'est une couleur aussi ambiguë, et j'ai voulu utiliser ces vers de ce poème pour montrer que cette double personnalité un peu du bleu, très, très utilisée aujourd'hui, mais plutôt méconnue dans les textes de l'Antiquité. Là, c'est Alexandre le Grand dans une mosaïque qui est très connue, c'est un détail d'une mosaïque qui se trouve au Musée archéologique national de Naples. C'est une grande mosaïque de la bataille d'Alexandre qui vient de la maison du Faune à Pompéi. La langue, d'ailleurs, nous dit que le bleu nous vient d'autres cultures. Le bleu, le mot bleu nous vient des langues germaniques, blavus, et aussi la couleur, le mot azur nous vient des langues, les langues palatines. Donc, si je me réfère au latin, le latin n'a pas ce mot. Donc, il faut chercher ailleurs. Donc, ici, nous sommes au centre de culture arabe, donc j'ai un peu honte de prononcer ces mots comme al-lazvar ou les persans peut-être aussi. Donc, c'est de là que nous prenons ces mots-là. Par contre, le latin n'a pas un mot spécifique pour le bleu. Et on parle de caeruleus, de caesius, de glaucus, de cyaneus, de lividus, de venetus, aerius, ferreus. Donc d'autres termes pour indiquer, encore une fois pour souligner cette ambiguïté de la couleur. D'ailleurs, aerius, je trouvais que en médecine, il y a un médicament qui s'appelle comme ça, qui est juste une pilule de couleur bleue, justement, aujourd'hui. Et est-ce que tu peux... Merci. Donc, voilà, donc on a beaucoup de mots avec des significations différentes, donc on n'a pas un terme précis. D'ailleurs, caeruleus vient du mot la cera, la cire. Donc c'est la couleur un peu que peut avoir la cire, qui est un peu blanc, bleu, gris. Vous voyez, ce n'est pas une couleur définie. Mais alors, est-ce que, par exemple, dans l'ancienne Rome, on utilisait les bleus? Est-ce qu'on peignait avec les bleus? Est-ce que nous avons des peintures bleues?
Je peux vous rassurer, oui. Donc, il y a par exemple cette magnifique Diane, cette fresque qui a été trouvée dans la villa Arianna a Castellammare di Stabia, l'ancienne Stabia, et quindi donc, qui a été, disons, submergée lors de l'éruption de Pompéi, donc du Vésuve. Elle est justement pas loin de Pompéi aussi, cette ville. Donc, cette Diane magnifique qui tend son archet avec sa flèche. Et c'est une fresque, même si les Romains n'utilisaient pas vraiment la technique de la fresque, c'est plutôt une demi-fresque. Ils peignaient aussi, pas sur le mur frais, d'où le mot fresque, mais les murs pouvaient être aussi secs. Donc, je le dis fresque, mais ce n'était pas vraiment la technique qu'on connaît, de la Renaissance. La fresque, je disais, a été découverte lors des fouilles qui ont eu lieu, vous voyez, 1759, sous les Bourbons, donc, les rois de Naples, les Borboni. Et se trouve maintenant au musée archéologique de Naples, encore une fois, et il faisait partie d'une série de fresques que je vais vous montrer, où on y a Médée aussi, Flora, donc le printemps, et puis Leda avec les cygnes, vous voyez. Donc il y en avait encore une autre, même si la Diane est peut-être plus connue. Donc oui, on utilisait les bleus, on l'utilisait. Mais si on veut essayer de trouver quelle civilisation a utilisé la couleur bleue de différentes manières, et vous verrez même de manière étonnante, il faut remonter aux Égyptiens. Donc, il faut remonter à il y a 4000 ans, ou quelque chose comme ça. Là, on est un peu moins que 4000 ans. On est là, le fameux tombeau de Toutankhamon. Tout le monde le connaît parce que voilà, c'était d'une richesse incroyable, tout le mobilier funéraire. Ça, c'était, disons, pendentif, pectoral. Vous voyez plutôt des pierres. Hein, donc, il y a des pierres comme la turquoise, par exemple, et d'autres pierres, et de l'or. Et aussi la très très connue masque funéraire, où il y a beaucoup de pierres différentes, et entre autres les lapis-lazuli, que vont nous accompagner aussi dans d'autres parties de cette présentation. Donc c'est des pierres, vous voyez, ce n'est pas coloré, juste les pierres ont été donc montées avec l'or pour donner cet effet incroyable, ce masque funéraire très connu. Et si on remonte plus en arrière, là vous voyez aussi des lapis-lazuli dans les yeux de ce regard quelque part, moi je le trouve étonnant, hein, presque drôle, de cette statue en arbâtre. Donc les iris sont en lapis-lazuli. Et là on remonte par contre l'ancienne Mésopotamie, donc l'actuelle Syrie, la période archaïque qu'on appelle comme ça, donc on est 2500 ans avant Jésus-Christ, elle se trouve au musée du Louvre, c'est cette statue-là. C'était un dignitaire, donc un personnage très important, et là les yeux sont bleus et sont en lapis-lazuli, donc pas colorés, mais il y a la pierre clairement qui a été insérée dedans. Donc voilà, on connaît certainement la couleur bleue, on l'utilise, on l'apprécie, mais là, donc on va faire un pas encore plus ultérieur. Les premiers peuples qui a synthétisé, qui a créé clairement une couleur synthétique bleue, donc elle l'a créée de manière chimique, donc elle a fait avec un processus chimique, sont les Égyptiens. Et les Égyptiens l'appelaient les bleus, justement. Il est connu comme bleu égyptien, donc ce n'est pas eux, mais il est connu avec ce mot. On l'obtenait de manière donc, très particulière, même très difficile. Les pigments pouvaient rester très instables. On pouvait aussi rater la recette. Donc les bleus n'étaient pas comme on le souhaitait. Ils pouvaient être plus blancs, plus foncés. Ils pouvaient être brûlés, clairement, donc trop foncés. Là, je vous ai donné le bleu comme il devrait être. Donc, et c'est un processus qu'on chauffe de la silice, de la malachite, du carbonate de calcium, du carbonate de sodium, et à des températures très très élevées. Donc, voilà, c'est une recette pour faire une couleur. Donc ça ne vient pas de la nature, on l'obtient avec des éléments naturels, des minéraux, mais il n'est pas en nature. Et là, vous voyez des petites statues, par exemple, aussi du mobilier funéraire de différents types.
qui est coloré, presque ça donne cette couleur un peu émail. Ça, c'est le Sphinx d'Amenhotep III. Qui est d'ailleurs, je ne sais pas si exprès ou pas, cité même par Baudelaire. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. Voilà, ce sphinx qui est à moitié donc lion, et puis avec ses visages d'hommes, ses mains d'hommes, en train d'offrir quelque chose. Est-ce que c'était une sorte de miniature d'un temple qu'on souhaitait faire? Est-ce que c'était une statuette votive aussi, donc avec d'où les offrandes à la divinité pour après la mort, pour un passage justement entre la vie et la mort? Ça, on ne le sait pas. Et là, je vous montre aussi d'autres objets, même, disons, je l'appelle fresque, même si je disais ce n'est pas vraiment la même technique de la fresque qu'on connaît. Là, d'autres objets, vous voyez donc la coloration bleue. Et encore, du bleu un peu plus clair, toujours, on est encore en Égypte, nous sommes à Thèbes, la tombe de Nébamon, il y a un scribe. Et ça, vous voyez la scène des chasses avec de différents oiseaux et les plumes magnifiques colorées, en bleu un peu plus clair, donc les bleus égyptiens. Et on pourrait aussi traverser un petit peu la Méditerranée et aller vers Crète. Et là, on retrouve plus ou moins dans l'art minoen, donc des Minos, voilà, excusez-moi, je n'arrive pas à les prononcer, des fragments avec des colorations bleues, même si ici la restauration qui a été faite de ces fresques était très, surtout dans celle-ci, l'archéologue a, disons, mis trop sa main dans ces retouches. Bon, c'est une longue histoire, ça. L'oiseau bleu, par exemple, vient de la maison des fresques à Cnos. Donc, il y a les bleus aussi présents. On est plus ou moins à la même période, mais vers Crète. Donc là, ces deux fragments se trouvent maintenant à Héraclion, dans les musées de Crète. De ces bleus créés par les Égyptiens, par les Vitruves au 1er siècle avant Jésus-Christ, il appelle les bleus d'azur, et il dit que ce fut à Alexandrie, donc en Égypte en fait, ce qu'il veut dire, que ce premier bleu a été créé. Et un romain des Pozzuoli était donc disons de la région toujours à côté de Pompéi, de Naples, Vestorius connaissait la manière de le fabriquer et il a amené donc la recette, on va continuer à l'appeler comme ça, à Rome aussi. Et donc il a établi une fabrique à Pozzuoli. Et lui, Vitruve dit, on broie du sable avec de la fleur de nitre, aussi fin que la farine, on y met de l'aliment et des cuivres, des chypres, donc les cuivres, l'élément essentiel pour fabriquer. Et puis, il dit comment il faut faire une pâte, etc. Donc, il y a toute la recette qui est expliquée, mais est-ce que c'est vraiment toute la recette? Oh, c'est juste des éléments. Ça, vous avez les textes en latin, et juste pour vous montrer les caerulei temperationes, c'est-à-dire on parle des caeruleus, donc de cette couleur bleue, mais avec les mots latins, comme on a dit tout à l'heure. Et ici, donc, la description de comment on le fait avec nitriflore, etc. Ma information importante, donc Vitruve dit que c'est fait avec du sable, de la fleur de nitre et du cuivre, mais il ne donne pas la quantité, il ne donne pas d'autres informations, quelle température il faut les cuire. Est-ce que donc c'est fait exprès pour ne pas donner la vraie recette, parce que c'était justement quelque chose que les peintres, les artistes gardaient de manière précieuse. Donc comment on faisait les pigments? Donc, c'est une possibilité. Donc, ne pas dévoiler comment on faisait ces bleus égyptiens. Il en parle aussi, Pline l'Ancien, dans l'histoire naturelle, et il l'appelle l'égyptien. Donc, les bleus égyptiens, il dit l'azur est une sable, il y a l'égyptien qui est la plus appréciée, et puis il dit il y a celle des Pozzuoli qui a été amenée par Vestorio, donc les personnages qu'on a dit, donc a amené la recette, on va dire, dans la péninsule italienne. Et les Vestoriens est une variété récente, il dit, qui tire son nom de celui de son inventeur. Donc, les deux informations se croisent, donc avec Pline l'Ancien aussi.
Tu peux, s'il te plaît. Voilà. Le fait que les pigments étaient créés de manière un peu secrète et les artistes gardaient les recettes, gardaient les secrets, est quelque chose qu'on peut déduire aussi de cette stèle de l'artisan Hirtisen. On remonte un peu en arrière. C'était juste une curiosité. Je voulais partager. Donc, 2033, 1982 ans avant Christ. Là, dans cette stèle, on parle de tout ce que cet Hirtisen savait faire. Il dit, je connais les secrets, je connais ça, je sais faire, je sais écrire. Donc, je n'ai pas mis tous les textes, je connais les secrets des hiéroglyphes, les proportions d'une représentation, etc. Et il dit aussi, je connais l'art de fabriquer les pâtes colorées et les enduits et sans laisser les feux les brûler, donc avec une juste température. Donc il dit, c'est quelque chose que je sais faire, je ne vais pas le dévoiler, je vais le dire seulement à mon fils. Nul ne le divulguera à personne, et que c'était moi seul et mon fils aîné de ma chair, car les dieux lui a ordonné d'exercer et à moi de les lui divulguer. Donc, en fait, c'est quelque chose presque comme une sorte de testament. Et il dit, c'est lui qui va exercer la profession après moi. Donc, c'était quelque chose qu'on gardait de manière secrète. Et au moment de sa diffusion maximale, il était commercialisé avec des noms différents et des prix aussi différents, les bleus égyptiens. On l'appelait, je vous ai mis différentes manières de l'appeler, même les blue fritto, frit, donc cuit. En italien, on dirait blue fritto, bleu cuit, bleu vestorien, bleu de Pozzuoli, bleu d'Alexandrie, caeruleum vestorianum, etc. Donc, plusieurs manières d'appeler ces bleus. Et aussi, ici, comme on le disait en hiéroglyphe, lapis lazuli fabriqué. Donc, ce serait ça, donc la traduction du hiéroglyphe. Il est arrivé, comme je disais, utilisé aussi dans la région de Pompéi, amené par cet artisan qui connaissait la recette. Et là, vous le voyez, par exemple, déployé dans cette fresque encore de la Domus de Marco Fabio Ruffo à Pompéi, la maison qu'on appelle du bracelet d'or, surtout cette image-là est très connue que vous voyez en haut, avec ce masque, cette tête qui est un masque en fait, avec le bleu donc tout autour. La maison du bracelet d'or, je rappelle, elle s'appelle comme ça, juste pour vous dire, parce qu'on y a trouvé un bracelet en or de 600 grammes qui était porté donc, pendant la fuite par les personnes donc, de la maison qui ont cherché de se sauver en bas de la maison avant d'être tués par les gaz et les cendres et tout le reste. Tu peux, s'il te plaît? Là, il y a une reconstruction de où elle devait se trouver. C'est une reconstruction, hein, donc ce n'est pas comme ça. Vous voyez les triclinias, donc les lits, c'était une sorte de jardin en plein air, avec les ciels, les arbres, des motifs égyptiens, justement, avec ces bleus égyptiens. Et l'image qu'on avait déjà vue, donc la fresque qu'on a vue tout à l'heure. Du bleu égyptien au bleu outre-mer, donc les bleus qui est très connu en histoire de l'art, qui est le bleu qui vient de cette pierre-là, qui est le lapis lazuli, justement. Donc, ce n'est pas quelque chose de créé, si vous voulez, synthétiquement avec une formule chimique comme les bleus égyptiens, mais quand même, on l'obtient à travers en broyant cette pierre magnifique qu'est le lapis lazuli. S'il te plaît. Pardon, parfois, ça ne capte pas. Voilà. Les lapis lazuli, on les trouve dans plusieurs endroits de la planète, mais surtout sont connus, c'est d'Afghanistan, enfin, cette région que j'essaie de prononcer, Badakhshan, dans la province nord-est de l'Afghanistan, où il y a donc des merveilles décrites même par Marco Polo, qui dit avoir vu dans la montagne où on peut tirer l'azur, qui est le meilleur et le plus fin au monde, il dit. Et les pierres desquelles on produit l'azur sont des pierres qui viennent de la terre, donc la vena di terra, donc ouais, vient de la terre, c'est des pierres. Si vous voulez, ça, je vous indiquais un site web où vous pouvez lire un article intéressant sur ces lapis lazuli et même la situation actuelle
enfin récentes plutôt, en Afghanistan, et comment sont protégées ces caves. Oui, je continue juste pour vous montrer, donc, un endroit. Ces bleus tirés par les lapis-lazuli, donc faits par les pigments de lapis-lazuli, on les retrouve même dans ces magnifiques fresques toujours qui se trouvent à l'intérieur, dans les cavités derrière les grands Bouddhas de la vallée des Bamiyan. Les grands Bouddhas qui ont été détruits en 2001, juste je rappelle malheureusement, mais donc cette photo remonte à 2008. Je n'ai pas trouvé quelque chose de mieux pour vous montrer la coupole un peu de cette cavité où il y a le bleu créé à travers les lapis-lazuli, les pigments de lapis-lazuli. Et là, c'est les grands Bouddhas aussi photographiés fin 1900, avant qu'ils soient détruits. Vous voyez les cavités où les moines vivaient. On est entre les 300 et les 600 après Christ. Donc, il était utilisé déjà, ça aussi, pardon, un article aussi très intéressant que je vous conseille, Vie, mort et survie des Bouddhas de Bamiyan, Afghanistan. Vous pouvez les tirer de Internet. La lecture est très intéressante, vraiment passionnante. De ces bleus, donc même, vous avez vu, utilisés au 4e, 5e, 6e siècle après Christ, mais à un moment donné, il arrive en Italie, il arrive à travers Venise. Il arrive donc dans la région du nord d'Italie, à Padoue. À Padoue, il y a Cennino Cennini, qui est lui aussi un artisan, un peintre. Il écrit son traité de la peinture, et de là j'ai tiré cette partie donc, du chapitre 62, où il parle du bleu d'outre-mer, pour la couleur liée à la mer, profonde comme la mer, mais aussi parce qu'ils viennent de l'autre côté de la mer. Donc c'est la localisation de ces bleus. Une couleur noble, belle, la plus parfaite qu'aucune autre. Donc, en fait, Cennino Cennini, qui écrit, voyez, à la fin de 1300, et il indique que c'est une couleur vraiment extrêmement précieuse. Comment on peut la faire? On prend une pierre d'azur, et puis il faut broyer, il faut créer les pigments. Ensuite, il y a des liants, là, des cols, et là aussi, les artistes étaient assez jaloux des recettes. Comment faire les bleus outre-mer les plus beaux. C'était une couleur assez chère. Alors là, il y a tout un chapitre, donc je ne vais pas, si ça vous plaît, donc vous trouvez donc la description dans le chapitre 62 du traité. Vous voyez, c'est assez long comment Cennino Cennini décrit comment on fait cette couleur, et comment on peut la rendre aussi plus claire, plus foncée, qu'est-ce qu'il faut rajouter si jamais. Donc, toutes des astuces. On continue. Juste les chapitres d'avant, les 60 et les 61, en fait, il dit qu'il y a des bleus, des azurs qui sont moins, comme on peut dire, prestigieux, moins chers, moins coûteux, qui sont l'azurite, enfin l'azur d'Allemagne, aussi appelé comme ça, et puis il parle aussi de l'indigo, en fait. Donc on descend de plus en plus, disons, des qualités. Ce sont des bleus aussi utilisés, mais ils sont moins chers que le bleu d'outre-mer, qui est la couleur la plus parfaite, comme il dira dans les 62. Et donc l'azurite, en fait, c'est cette pierre-là. Et un minéral donc composé de carbonate de cuivre hydraté. Donc c'était plus répandu. On l'appelait aussi l'azzurro della Magna, parce que ça pouvait venir de la partie nord, partie germanique de l'Europe. Bleu de montagne, pierre d'Arménie, voilà, ou bien cendre bleue ou ocre bleu. Tu peux, s'il te plaît. Voilà, je vous le montre aussi dans une autre. J'y vais. Voilà. Et c'est les bleus qu'on y tire, donc ces pigments. Et c'est de ce pigment que, par exemple, fait, donc l'azzurrite, est fait, par exemple, le bleu que vous voyez dans la magnifique chapelle degli Scrovegni, qui se trouve à Padoue, qui a été peinte entièrement par Giotto entre 1303 et 1305, avec les différents ordres. Il y a 3 ordres, vous voyez les histoires de Joachim, la mère de Marie-Anne et le mari, donc Joachim, et puis les histoires de Marie et de Jésus, avec le jugement universel, le jugement dernier,
dans la partie, pas la porte est de l'autre côté en fait, la partie quand on rentre, la partie opposée à la porte d'entrée. Et juste pour vous montrer, j'y vais. Voilà, juste un carré de ces magnifiques chapelles à fresque, totalement peintes à fresque. Voilà, là c'est la technique de la fresque, comme on le connaissait les artistes 1300-1400. Là, c'est les rêves de Joachim qui rêve qu'il doit retourner à Jérusalem. Et la peinture d'après est celle de Joachim qui rencontre Anne à la porte d'or. Et c'est dans les fameux, les très connus baisers, les premiers baisers de fête de l'histoire de l'art. Je n'ai pas mis ici. Hein. Là, je vous montre encore l'ange qui descend pour les rêves de Joachim. Et ça, donc, c'est de l'azzurite. Ça, c'est les bleus tirés de la manière décrite par Cennino Cennini. Voilà, ça c'est les plafonds, la voûte du plafond avec ces ronds, avec les prophètes, juste pour vous montrer encore de plus près. Hein, donc c'est bleu, ce ciel qui est, enfin, c'est très connu, c'est là. C'est les bleus utilisés aussi dans les aluminures. Donc on ne va pas parler de cela, ça serait tout un chapitre. Mais là, donc c'est justement une aluminure très connue avec la lettrine P, qu'on voit un peu mal, percorrer meglio acqua alza le vele, c'est le début du purgatoire de la Divine Comédie. Donc les bateaux de l'ingéniosité qui peut prendre peut reprendre une navigation dans des eaux, une aqua plus calme après l'enfer. Donc, le deuxième chapitre de la Divine Comédie. Donc, c'est aussi le bleu utilisé dans les parchemins pour les manuscrits. Voilà. Est-ce que tu peux, s'il te plaît? Et c'est le bleu qui apparaît donc à partir de 1300, 1200, fin 1200, 1300, avec ce Duccio da Boninsegna, Fra Angelico. Donc là, je vous montre deux peintures de Fra Angelico, Botticelli, j'ai mis 3 Botticelli, et Gian Matteo d'Amelia, on voit moins bien, mais c'est aussi du bleu. En fait, à un moment donné, le bleu qui, comme on a vu, avait été plutôt discret avant, devient la couleur de la divinité. Donc la robe de Marie, par exemple, ici, est peinte en bleu azzurite, et parfois des peintures un peu plus prestigieuses, il pourrait y avoir donc du bleu d'outre-mer. Ce sont des peintures dont on ne va pas parler, c'était juste pour vous montrer, s'il te plaît, pour vous montrer donc la présence constante et ample du bleu pour souligner l'infini et la divinité. Là, vous avez une Madone enceinte qui se trouve à Pontassieve, Montefiesole, à côté de Pontassieve, donc une Madonna del Parto. Et bien sûr, je ne pouvais pas manquer de parler aussi d'une autre Madonna del Parto, qui est celle avec cette robe si bleue magnifique, qui est celle de Piero della Francesca, où le bleu est vraiment très présent. Voilà, ici. Je n'ai pas mis Piero della Francesca, Monter, qui insomma en Toscane, dans la province d'Arezzo. Donc un peintre que j'aime beaucoup, dont cette image, cette femme qui dirais une femme du peuple qui n'a rien, elle est en fait totalement concentrée dans cette situation, mais en même temps, à part la petite auréole, on pourrait dire vraiment une femme qu'on pourrait rencontrer dans la rue. Hein. Donc c'est la grande simplicité de cette peinture très connue. Mais comme on parle de simplicité et aussi du fait de modernité, parce que là, on arrive à une autre peinture où, vous êtes d'accord avec moi, les bleus prédominent, les bleus du voile de Marie. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu directement in situ où elle se trouve, donc en Sicile. Palazzo Abbatellis à Palermo, Antonello da Messina, donc les peintres très connue, elle a été peinte environ en 1475, on ne connaît pas l'année exacte, mais vers. Et là, c'est une annonciation, ça s'appelle l'Annunciata en italien, donc la Vierge de l'Annonciation,
qui n'a pas les caractéristiques typiques d'une annonciation. Déjà, il n'y a pas les deux parties, il n'y a pas l'ange. L'ange, en fait, on ne le voit pas, il n'y a pas les lys, la fleur des lys, qui est le symbole de la pureté et qui est toujours, qui accompagne presque toujours les annonciations des différentes peintres, soit c'est l'ange qui l'a à la main, soit la fleur de lys, c'est à côté de Marie. Même avant, dans la Madonna del Parto d'Antonio Veneziano, on voyait la fleur de lys derrière. Justement, souvent, cette fleur accompagne. Là, non, il n'y a rien. Il n'y a que le visage d'une femme, ses mains, une main qui, d'un côté, essaie de fermer ce voile sur sa tunique rouge. Souvent, justement, la Marie est représentée avec du bleu qui prédomine, mais la tunique, elle est aussi souvent rouge et représente son humanité, quelque part, et rappelle sa souffrance aussi. Elle est avec une main repousse une présence. On ne la voit pas, mais on peut la sentir parce que les livres qu'elle a ouverts devant elle, sous ce pupitre en bois, enfin une feuille qui s'élève, comme s'il y avait quelque chose, le vent qui a soulevé la feuille. Donc c'est comme si l'ange qui d'habitude accompagne Marie dans ces représentations, il est quelque part sans besoin sans besoin qu'on le voit. Que c'est une œuvre très, très moderne, avec ce regard ailleurs très... comme si elle était immergée dans ses pensées et aussi consciente de la mission, si on veut dire, qu'on lui donnera à cette femme qui est Marie, mais qui peut représenter les femmes de tout le monde. Voilà, donc je ne vous ai pas dit au début que j'avais dû faire des grands choix parce que c'était immense, le sujet. Donc on pourrait parler du bleu des sujets ou de Saint-Denis, de la période bleue de Picasso, mais moi je m'arrêterai avec la Renaissance. Je m'arrête en fait avec Antonello da Messina. On pourrait continuer sur la modernité, donc le bleu Klein. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt les origines. C'était ça pour moi, les fils bleus qui unissaient quelque part cette conférence avec aussi l'exposition des photos ici et la Méditerranée. Et puis, voilà, c'est l'heure bleue, comme on dit en français. Donc, c'est l'heure qui lie les jours et la nuit. Donc, moi, je m'arrête s'il y a des questions. Voilà, je suis à disposition. En attendant, s'il y a des questions, j'ai ici un petit texte à usage surtout des adolescents. Il n'y en a pas ici, mais peut-être à la maison, quelqu'un a des enfants, où je parle des aluminures, justement. Et il y a d'ailleurs la lettrine que je montais tout à l'heure. C'est un petit travail que je fais avec la revue Campus Junior de l'Université de Genève. J'ai seulement une copie, mais si quelqu'un est intéressé peut la prendre. Comme d'ailleurs, j'avais avec moi les poèmes conviviales de Pascoli, si quelqu'un était intéressé. Mais c'est une lecture passionnante, mais il faut connaître l'italien. Voilà. Question? L'indigo peut être utilisé dans la peinture italienne? Comme je dis, on descend toujours de degrés. Donc, si la commission, donc celui qui commissionne la peinture a beaucoup d'argent, il peut dire que je veux tout en bleu d'outre-mer. Par la suite, il y a l'azzurite, donc l'autre bleu qui est moins précieux, et l'indago, bien sûr utilisé, ça vient des plantes d'ailleurs, ça je ne vais pas montrer, c'est une plante, et on l'utilise beaucoup pour les vêtements surtout. Mais oui, c'était tout utilisé, mais c'est un degré toujours, voilà, c'est la peinture commissionnée avec moins d'argent, voilà. Oui. Au musée d'Aquileia, il y a la partie où il y a les verres, ou les petites fioles en verre, en pâte de verre, de l'époque romaine, et il y a une prédominance du bleu, mais je ne pourrais pas dire si c'était une question de cuisson, qui était beaucoup plus facile que obtenir un blanc pur, ou une transparence comme après, par exemple,
que dans les verreries à Venise, Mhm. on a réussi à faire l'art de la verrerie à Oui, un tel c'est- degré de savoir qu'on a réussi à lui donner ses couleurs, tantôt rouge, tantôt vert. oui. On rajoute, c'est toujours la question des cuissons et on rajoute des pierres qui, les zaphirs par exemple, qui donnent des teintes différentes. Ils sont magnifiques, hein, donc l'art des vitraux, là aussi, ouais, c'est très intéressant et très étendu. Il y a une autre question? Dis-moi. Très fascinant, donc grand merci pour cet exposé. Je voulais te demander, est-ce que tu penses qu'il y a un fil bleu dans la littérature des pays de la Méditerranée? Quelque chose qui puisse lier les différents pays du bassin méditerranéen? Du point de vue de la couleur ou du point de vue des sujets? Du point de vue... De la couleur. Ah, non, c'est une question, ça c'est une question énorme. Donc, je m'arrêterai à la littérature italienne, je pense. Je ne vais pas entrer dans d'autres domaines que je ne connais pas. Ce qui m'a... J'ai mentionné, bien sûr, le bleu de Homère, enfin, de l'Odyssée, parce que c'est quelque chose de très connu, parce qu'il y a un recueil, je ne sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure, un recueil d'un grand écrivain du XXe siècle, dont on a fêté les centenaires de la naissance l'année passée, et c'est Leonardo Sciascia qui a écrit un recueil, Il mare color del vino, donc la mer couleur du vin. Donc c'est quelque chose justement de la littérature italienne qui m'a fait penser à Homère. Et j'ai voulu mentionner le fait que dans l'Odyssée, on ne parle pas de la couleur bleue. On trouve donc plutôt d'autres expressions. Mais au-delà de cela, je ne pourrais pas... malheureusement, je connais pas assez les autres littératures. Mais si quelqu'un veut intervenir, je ne sais pas si elle est présent. Ah, peut-être le monsieur Alain Vittard qui nous loge ce soir, mais il n'est pas là en ce moment. Donc, mais c'est une question à explorer certainement. Donc, intéressant, mais trop vaste en tout cas pour moi. Ce qui est curieux, c'est que le bleu, dans les îles de la Méditerranée, que ce soit les italiennes, donc les éoliennes, ou bien le pays du sud de l'Espagne, cette prédominance des maisons blanches avec les volets d'une intensité différente du bleu, parce que dans les îles, selon les îles, le bleu n'est pas aussi intense d'un endroit que dans l'autre. Il y a un peu l'Occident comme si. Ce bleu a été choisi, alors qu'une autre couleur, le vert, aurait pu être choisi aussi. Et il y a malgré donc l'Espagne, l'Italie, la Grèce ou comme ça, bien sûr que c'est des cultures méditerranéennes, mais ce bleu a été choisi. C'est fou quand même. Oui. C'est une idée. Oui. Et je pense que là, la mer, il y a pour quelque chose. La couleur du ciel aussi, hein, serein, il y a pour quelque chose certainement. Ça nous ramène quelque part avant tout à cela, justement à l'exposition qui est ici autour, avec les portes et fenêtres qui ont souvent la coloration bleue, justement. Donc, Claudio Carbone, qui n'a pas pu être présent ce soir, et qui a photographié ces dernières... je lu qu'il a reçu son premier appareil photo à 18 ans, et de là, il a commencé s'intéresser, c'était un cadeau d'anniversaire de ses amis, s'intéresser à la photographie. Et à partir de 2004, suite aussi à la rencontre avec un photographe, Enzo Figliolio, il reprend la photo et surtout il ouvre le chantier de ce projet, les portes et les fenêtres de la Méditerranée, qui a été aussi une manière pour nous de parler de la couleur bleue, même si par d'autres biais, donc l'histoire de l'art plutôt. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors, merci beaucoup, Federica, pour ce chemin dans l'histoire. Je vous invite alors à rester ici pour un chemin dans la géographie, justement, en profitant des photos de M. Claudio Carbone, qu'ils ont en vente, en fait. Si jamais vous pouvez vous adresser à M. Bittard.
Et je pense qu'on va s'arrêter là. Je profite juste pour dire la dernière chose. La prochaine conférence, on change complètement de sujet. On aura une conférence le 28 de septembre, soit, comment dire, hybride, donc soit en ligne, soit en présentiel. Ça sera en anglais. On parlera des opérations de sauvetage dans la mer des migrants qui traversent la Méditerranée. Selon des perspectives assez variées. Ça veut dire, on fera une analyse soit du point de vue légal, juridique, opérationnel et commercial. Donc, si jamais vous pouvez me poser des questions ou m'écrire, si jamais vous êtes intéressé à la suivre, soit en ligne, soit en présentiel. Encore un grand merci à vous toutes et tous. Merci aux personnes qui nous ont suivis en direct. Encore merci à M. Bittard pour la disponibilité et l'organisation de cette initiative. Et je vous souhaite personnellement une très belle soirée. Au revoir. Oui, je voulais aussi remercier les personnes qui nous ont suivis justement en ligne, qui m'ont écrit qu'ils ne pouvaient pas être présents. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Ça, c'est un texte connu, littérature italienne, parce qu'il fait un parcours, il parle d'Ulysse, par exemple, d'Alexandros, des grands personnages de l'histoire, quand ils sont un peu à la fin. Donc il y a quelque part un peu d'élégie, c'est un peu élégiaque, nostalgique. Et moi, je me rappelais de ces vers sur Alexandros, qui c'était très intéressant.